Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans le centre de ressources de l'Espace Avenir, le service d'orientation, stage, emploi de l'Université de Strasbourg, pour une quinzaine des métiers consacrés à l'humanitaire et à la solidarité. Envie d'aider et de secourir les plus démunis, volonté de partir à l'autre bout du monde, vous êtes en effet nombreux chaque année à envisager une carrière dans ce secteur. Notre quinzaine met en lumière aujourd'hui 5 parcours de professionnels, 5 manières différentes et complémentaires d'agir et d'être solidaire. Et si les notions d'aide et de partage sont fondamentales, mieux vaut posséder des compétences professionnelles spécifiques, nous le verrons, acquises lors de vos études ou lors d'expériences diverses pour avoir un profil répondant à des besoins réels du marché de l'emploi. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui nos 3 premières invitées, Gaëlle Le Guern, Nathalie Bertrand qui ont travaillé pour Médecins sans frontières et Cécile Sicard de l'IRCOD. Nous démarrons par vous, Gaëlle. Vous êtes juriste actuellement pour l'association Thémis, Association de défense des droits de l'enfant. Vous avez effectué des études de droit, un DESS en droit de l'homme en poche, couplé avec une maîtrise de sciences politiques, 2 stages à votre actif aux Nations Unies à Genève. Et en 2001, à l'issue du dernier stage, vous partez à 2 reprises pour Médecins sans frontières au Congo, toujours en tant que juriste. Fin 2002, c'est le retour. Malgré, vous le dites, la difficulté de revenir, vous ressentiez une certaine addiction, comme certains volontaires qui, du coup, enchaînent des missions. Mais vous revenez pour des raisons personnelles et vous recherchez un emploi en Alsace avec, vous le qualifiez, un profil atypique. Vous êtes retenu à l'association Thémis en tant que juriste, donc en 2003. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à partir et qu'avez-vous fait sur le terrain ? Alors effectivement, j'ai effectué 2 stages aux Nations Unies à Genève. Et lors de ces 2 stages, je me suis rendu compte que les activités qui étaient menées ne correspondaient pas à l'idée que je me faisais de la défense des droits de l'homme. Il me semblait que le travail était assez déconnecté avec la réalité. Et donc j'ai voulu expérimenter le terrain, comprendre un peu plus les situations et rencontrer des personnes. Donc c'est comme ça que j'ai contacté Médecins sans frontières, que je suis partie en effet en 2001 comme juriste de terrain au Congo-Brazzaville, dans un programme de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Donc MSF s'était installé à Brazzaville suite aux 2 guerres civiles de 97 et 99, avait installé des centres médicaux et des centres nutritionnels et à cette occasion avait reçu le témoignage de nombreuses victimes de violences sexuelles et avait développé par la suite en conséquence un programme de prise en charge de ces victimes. Donc un programme qui d'abord était médical, prise en charge médicale avec notamment une prophylaxie SIDA, puis un volet social, complété par un volet de prise en charge psychologique, voire psychiatrique. Et il manquait un dernier volet à cette prise en charge pluridisciplinaire qui était le volet juridique, c'est-à-dire la réparation pénale réparation du préjudice subi. Donc je suis partie pour savoir d'abord, pour effectuer un travail d'investigation, à savoir ce que le droit congolais prévoyait par rapport au viol, par rapport à l'avortement également, pour travailler sur la valeur probante du certificat médical et pour savoir si les victimes portaient ou pas plainte, puisque communément on disait qu'il n'y avait pas de jugement dans cette matière-là, puisque les victimes se refusaient à porter plainte. Donc il s'est avéré que c'était tout à fait faux, que la plupart des victimes portaient effectivement plainte, mais que le système judiciaire dysfonctionnait à tous les niveaux et que du coup rien n'aboutissait. Donc nous avons pris en charge 10 dossiers à titre d'exemple pour vérifier en effet à quel point le système dysfonctionnait et ce qu'on pouvait faire. C'est les enfants. 10 petites filles, voilà, qui ont été défendues par un avocat. Et le système dysfonctionnait réellement aucune affaire n'a abouti. Et quand nous sommes partis, nous avons donc redonné ces dossiers aux cliniques juridiques de Brazzaville. D'accord. Pour vous, Nathalie Bertrand, c'est un petit peu différent. Vous partez en 2007-2008 en Afrique à l'âge de 35 ans. Vous aviez déjà un bagage professionnel derrière vous, une certaine expérience. Vous avez en fait fait des études de commerce et vous êtes contrôleur de gestion de métier.
Vous partez avec Médecins sans frontières en tant qu'administratrice en capitale. Vous partez notamment au Burkina Faso et vous effectuez en fait 4 missions. Et vos fonctions étaient d'apporter, d'assurer tous les moyens financiers et administratifs pour que les missions de terrain se déroulent au mieux. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir à ce moment-là précisément ? Alors à ce moment-là, j'étais en pleine interrogation sur ma vie personnelle, sur l'utilité de mon métier, de mon action. Je me disais que je ne trouvais plus d'utilité au contrôle de gestion. J'ai réfléchi et je me suis souvenu qu'à l'issue de mes études, j'avais été inspirée par l'humanitaire, mais je n'avais rien concrétisé. Je ne savais pas comment m'y prendre, je n'avais pas de métier, je ne savais pas quoi faire. Donc, quand à 35 ans, je me suis posé toutes ces questions, je me suis tournée vers des organisations professionnelles parce que je savais très bien que je n'étais pas une aventurière, une baroudeuse, je ne prendrais pas mon sac à dos avec 2 $ en poche et je n'irais pas sur le terrain comme ça. Et j'ai regardé ce que proposait Médecins sans frontières. Les profils administrateurs correspondaient exactement à ce que je savais faire, ce que j'avais appris pendant cette dizaine d'années. Je pouvais m'occuper d'une comptabilité, m'occuper de la paye, m'occuper de contrats. À ce moment-là, j'ai postulé et ça a fonctionné. J'étais libre de toute contrainte. J'étais forte professionnellement, je suis partie. D'accord. Voilà. Vous avez vraiment mis en œuvre vos compétences acquises. Oui, tout à fait. D'accord. Cécile Sicard, on est sur un autre volet, plus dans la coopération et moins dans les missions d'urgence. Vous avez un parcours en sociologie et en anthropologie. Vous êtes titulaire d'un DEA de sociologie et d'un magistère spécialisé dans les relations interculturelles. Vous êtes de nature curieuse, vous avez le goût pour les voyages et très jeune, vous saviez que votre projet professionnel serait d'exercer un métier de terrain à l'étranger lié avec l'étude des peuples. Et c'est au cours de vos études à la fac que vous découvrez le volontariat international. Et c'est en tant que volontaire que vous partez faire de la coopération en Afrique pour quelques années, au Cameroun et au Bénin. Parlez-nous de vos 2 expériences de coopération et de votre retour à Strasbourg où vous occupez le poste de chargé de mission à l'IRCOD. Alors au Cameroun, j'ai été mise à disposition en tant que volontaire au niveau du service de coopération de l'ambassade de France pour assurer la coordination du Fonds social de développement, qui est un fonds de la coopération destiné à appuyer des initiatives locales, en général des micro-projets qui sont montés par des associations camerounaises en l'occurrence. Donc il s'agissait d'accompagner les différentes structures qui venaient faire un dépôt de dossier, une demande de financement ou plus exactement de cofinancement, d'aller vérifier sur le terrain l'existence de ces structures et ensuite d'accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de leur dossier, dans la réflexion aussi sur la pérennisation des actions qu'ils voulaient mettre en œuvre. Le suivi des subventions qui étaient octroyées et à l'occasion de missions de terrain, vérifier ensuite si ces projets, une fois achevés, étaient toujours existants et s'ils fonctionnaient toujours également. Ensuite, au Bénin, c'était tout à fait différent. J'étais plus à la capitale, mais en brousse, comme on dit. Dans une petite ville où j'appuyais une coopérative de femmes qui fabriquait de la semoule de manioc. Donc là, il s'agissait de faire tout d'abord un travail d'évaluation de leur fonctionnement. Et c'est vrai que là, j'ai mis j'ai mis à profit plus directement, on va dire, mais ce que j'avais déjà pu faire en tant qu'étudiante en sociologie et en anthropologie, puisqu'il s'agissait vraiment de reproduire toutes les méthodes et techniques d'enquête, d'observation qu'on peut avoir sur ces filières. Et voilà, ce travail d'évaluation aboutissait à un certain nombre de recommandations dans leur façon de fonctionner, l'objectif étant de leur permettre de mieux écouler leurs marchandises de manière à pouvoir augmenter leurs recettes par rapport à cette activité.
Ensuite, bon, comme j'y suis restée un certain nombre d'années, j'ai eu envie de revenir en France quand même un petit peu, puisque je n'avais pas eu d'expérience professionnelle réelle ici. Voilà. Et donc je suis restée dans le même secteur de la coopération et du développement, puisque j'ai été prise à l'IRCOD, qui est l'Institut régional de coopération et développement, qui regroupe les collectivités alsaciennes qui ont des partenariats de coopération avec des collectivités de pays du Sud. Et je m'occupe des relations entre ces collectivités au nord et au sud pour Madagascar, le Congo-Brazza et le Brésil. Savoir que durant vos expériences, notamment en Afrique, vous avez eu la possibilité de travailler avec d'autres ONG, vous le disiez, enfin avec des ONG, des associations locales. Oui, voilà, parce Travailler en réseau, que les projets sont portés par des associations camerounaises locales, qui sont elles-mêmes parfois appuyées par des ONG internationales, notamment MSF par exemple. Voilà, on a eu l'occasion au Bénin, on travaillait pour une fondation américaine, en fait. Donc bon voilà, on se retrouve avec plusieurs cas de figure. D'accord. On va passer aux questions. Nos étudiants présents ont pas mal de questions à vous poser. Donc on va démarrer par la première. Alors bonjour, je m'appelle Lucie, je suis étudiante en master d'anglais. Une question tout d'abord pour Gaëlle Le Gouec. Y a-t-il une sorte de formation quant au contexte culturel ou linguistique d'un pays avant de s'y rendre ? Alors, pour ma part, je n'ai pas eu de formation particulière, mis à part voilà, mes connaissances théoriques pendant mes études. Mais quand je suis partie avec MSF, j'avais un profil qui était un peu particulier. Donc il y a des formations qui sont organisées au sein de MSF pour les administrateurs, les logisticiens, les médecins certainement d'ailleurs. Mais voilà, mais moi en tant que juriste de terrain, non, je n'ai pas eu de formation spécifique. Bonjour, moi c'est Arnaud, je suis étudiant donc, en sciences du vivant et j'aurais une question pour vous. J'aurais voulu savoir, quand on part en mission à l'étranger, est-ce qu'il y a des compétences qui sont spécifiques, qui sont nécessaires et est-ce que c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il y a des profils qui sont plus recherchés que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a des... Vous répétez la question ? Parce que je ne m'attendais pas à la question. Pardon. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus recherchés ou est-ce que vraiment tout le monde peut partir en mission à l'étranger ? Ah, alors je dirais, des profils recherchés, le cas de profils spécifiques, là c'est vraiment sur des missions particulières. Moi, de ce que je connais, bon, généralement on pense comme profils recherchés les profils médicaux. Bon, là ça va de soi, on va faire de l'aide médicale, il n'y a pas de problème, on est médecin, infirmier, chirurgien, pharmacien. Par contre, il y a des profils un peu plus méconnus qui sont les profils des activités de support, comme les profils administrateurs, logistiques. Donc ce que j'ai vu chez MSF notamment, pour ce qui est des profils logisticiens, on ne demande pas forcément à ce que les gens aient un diplôme en logistique. On demande des gens qui ont le sens pratique, qui savent mener des projets, qui ont un sens vraiment pragmatique, quelle que soit leur expérience derrière eux. Il y avait des informaticiens, il y avait des gens qui avaient construit leur maison, tout ce genre de profil. Pour le profil administratif, là je dirais qu'on ne demande pas forcément, enfin si, il y a quand même des nécessités de connaître des éléments d'administration comme la comptabilité, des bases de compta, des bases de paye. Et au-delà du profil, je pense qu'il faut réellement une formation, enfin être passé par une expérience professionnelle de manière à ne pas découvrir son métier sur le terrain et être efficace directement et opérationnel. Parce qu'on a tellement de choses à découvrir et à voilà, il y a tellement d'écart par rapport à ce qu'on connaît, il vaut mieux partir armé. Et le personnel médical part avec ses compétences, les médecins, les infirmiers ne partent pas quand ils sont au début de leurs études, ils ont déjà leur diplôme, c'est pareil pour les autres, en tout cas pour les administratifs. Peut-être que Claudine Manguila, qu'on n'a pas encore présentée, qui est la représentante de l'antenne locale de Médecins sans frontières, peut-être que vous pouvez rajouter quelque chose. On va peut-être vous faire passer le micro. Oui,
Tout à fait, c'est ce que disait Nathalie. En fait, comme on est une association médicale, effectivement, on recrute un tiers de médicaux, un tiers de paramédicaux et en gros un tiers de non-médicaux, donc des administrateurs et des logisticiens. Dans les administrateurs, effectivement, on a le profil dont vous parlez, Nathalie, mais aussi des gens plus spécialisés dans la gestion des ressources humaines, qui est un poste qui se développe beaucoup plus sur les grosses missions. On a effectivement beaucoup de personnel local qui est recruté par Médecins sans frontières. Et dans tous ces profils-là, comme disait Nathalie, on ne recrute que des gens avec une solide expérience professionnelle. Donc les gens, quel que soit leur domaine professionnel, on demande au moins 2 ans d'expérience professionnelle hors stage. Donc pour être opérationnel très rapidement et pour ne pas découvrir son métier sur le terrain, je crois que c'est tout à fait juste, c'est vraiment essentiel. Et puis finalement, comment se fait le choix du pays? Est-ce qu'il y a un choix d'abord? Non, il y a pas de. C'est pas possible de choisir son pays parce que c'est vrai que généralement les gens partent au minimum pour 6 mois pour une première mission. Pour les profils d'administrateurs, c'est 1 an minimum quand on part sur le terrain. Donc c'est vrai que concilier un profil de poste, des périodes de disponibilité pour quelqu'un qui part pour 6 mois, 1 an, et en plus choisir son pays, ce n'est quasiment pas possible. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que quand un poste s'ouvre, les personnes chargées des ressources humaines au siège à Paris vont proposer le poste aux personnes qu'ils ont recrutées, qui sont disponibles avec ce profil très particulier. À ce moment-là, les personnes sont libres d'accepter ou de refuser la mission, mais ce n'est pas elles qui vont choisir le pays de mission, ça devient trop compliqué. Alors, une question suivante. Oui, bonjour, je m'appelle Alfia Etova, je suis étudiante de l'ETIRE, Master 2, Coopération Pays en Développement. Et j'ai la question aussi pour Nathalie Bertrand. Donc, ma question, y a-t-il des difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés dans un pays étranger? Et notamment, je voudrais vous demander de préciser un exemple, un cas précis. Et quels sont les moyens ou comment vous les avez surmontés? J'ai beaucoup réfléchi à la question. Je n'avais pas le sentiment d'avoir rencontré de grandes difficultés, mais pour donner un petit peu d'argument à cette question, j'ai réfléchi et je dirais qu'il y a des choses totalement pratiques. Par exemple, notamment pour mon expérience en Afrique de l'Ouest, le climat, c'est une difficulté. On n'est pas à même de fonctionner de la même manière avec des climats beaucoup plus difficiles. On se plaint de l'hiver, mais je crois qu'on peut se plaindre aussi des climats très très chauds. Je pensais également, là je l'ai moins connu, je l'ai à peine aperçu, mais à la pression que l'on peut avoir sur certaines missions de la sécurité. Ça peut être une difficulté aussi. Je ne parle pas du fait d'être dans un contexte très très difficile et d'en avoir peur, mais on est quand même obligé de faire attention. On n'a pas la liberté de nos mouvements. On vit en groupe, en équipe, et on n'a pas forcément l'habitude, quand on arrive de France, d'une ville comme Strasbourg, de se dire je dois demander la permission pour sortir, pour aller régler tel problème administratif ou tel autre. Donc la pression de la sécurité est une difficulté individuelle, personnelle. Autre difficulté, là aussi je ne suis pas trop bien placée pour en parler, mais les petites expériences que j'ai faites, ça peut être la vie en brousse. Tu pourras certainement en dire plus, mais là aussi la vie en brousse, ce n'est pas toujours facile sur le plan matériel, sur le plan physique, ce que l'on peut supporter. Alors évidemment, MSF apporte de bons moyens, on n'est pas perdu nulle part sans moyens, mais malgré tout, il y a une adaptation nécessaire. Et pour finir, et là je pense qu'elle était plus d'ordre, de la réflexion ou d'ordre philosophique, ma plus grosse difficulté, c'était le paradoxe que j'ai découvert entre l'action humanitaire et la vie d'expatrié. Donc en réalité, on est là-bas sur place, on apporte de l'aide, on est content d'en apporter, et à côté de ça, on vit quelquefois avec nos propres nécessités de loisirs, de bien-être, qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'action humanitaire qu'on peut y mener. Mais bon, ça s'inscrit plutôt dans des missions longue durée, probablement dans des missions qui sont plus confortables. Je ne parle pas d'action d'urgence, où là, ces questions-là ne se posent pas de toute façon. Mais sur la vie, sur une mission durable, sur une vie professionnelle, sur quelques années envisagées dans ce domaine-là, c'est un questionnement permanent. Merci. Merci. Une autre question?
Alors en lien avec la question précédente, peut-être une question pour vous Nathalie Bertrand, mais pour, pour toutes finalement. Toutes, je pense. Comment l'aide est-elle perçue par les populations? Est-elle toujours bienvenue? Est-elle parfois rejetée? Alors, comment elle est perçue? Tu peux Peut-être en parler? Gaëlle, vous pouvez peut-être... Oui, moi, concernant mon expérience à Brazzaville, l'aide qui était apportée était très bien reçue. Il y avait vraiment pas de passif, avec notamment tout ce qui pourrait s'approcher d'un néocolonialisme, etc. Donc voilà, Brazzaville, très bonne expérience sur ce plan-là. Par contre, je suis partie en Afghanistan également et au Pakistan, où là, les limites étaient plus courtes. C'est-à-dire qu'on venait apporter de l'aide, mais il ne fallait pas non plus être trop présent, trop réapprendre aux personnes en fait comment on vit, comment on cultive, comment on apprend, comment on éduque les enfants, etc. C'est vrai qu'il y a des limites aussi qu'il faut respecter. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour apprendre comment se passe la vie. Et en Haïti notamment, c'est un gros souci de l'aide humanitaire qui est apportée et qui au fur et à mesure est très mal perçue par la population. D'accord. Merci. Question suivante. Moi, ça aurait été plutôt une question pour Madame Sicard. C'est quand vous êtes allée en Afrique, ça a été quoi vos premières impressions? Est-ce que vous n'avez pas été heurtée par le choc culturel? Ma première impression, c'est que c'était très humide au Cameroun. J'étais partie en zone tropicale de forêt. L'intérêt des études en sciences humaines et sociales, sociologie, anthropologie, c'est qu'on vous apprend à vous dépouiller de vos préjugés dans votre façon d'appréhender les choses. Mais enfin, malgré tout, je pense que tous, plus ou moins consciemment, on a toujours des préjugés. Donc, ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'est l'ambiance de l'Afrique centrale, qui est très différente de l'image un petit peu bon enfant, sympathique et cool de l'Afrique de l'Ouest, où là, en Afrique centrale, les gens sont beaucoup plus durs, plus directs. Je sais qu'au Cameroun, il y avait eu aussi toute une période assez dure juste avant que j'arrive, de braquage, de choses comme ça. Donc c'est vrai que l'ambiance était un petit peu tendue. Mais je me suis rendu compte aussi avec le temps que finalement c'était des choses qui parfois pouvaient vous choquer, que vous finissiez aussi un petit peu par apprécier et qui font que vous vous attachez au pays. Après, un des grands chocs, ça a été aussi le degré de corruption quand même qui pouvait exister là-bas. Quand j'y suis arrivée fin 2002, le Cameroun et le Nigeria se disputaient une année sur deux la première place dans le classement des pays les plus corrompus. Donc, il y a même une plaisanterie qui circulait en disant que le Cameroun avait acheté sa première place. Bref, voilà. Donc, mais après, je trouve que on s'habitue à tout finalement. Alors, je dirais pas qu'on s'habitue à la corruption, mais c'est plutôt qu'on s'habitue à faire avec, à essayer de la contourner. Par exemple, tout le système de bakshish qui peut exister, notamment avec les forces de police, etc., les arrestations un petit peu bidons qu'on peut subir. On apprend à passer 1 heure, 1 heure et demie à discuter et à repartir sans savoir rien lâcher. Alors que c'est vrai qu'au départ, moi j'avais tendance un petit peu à m'énerver et au final à ne pas réussir à m'en sortir. Vous êtes adapté quoi finalement. Oui, voilà. Faites avec. Et en termes d'adaptation, oui, par rapport à la brousse, moi par contre, ça n'a pas posé de difficultés, mais ça, je pense que c'est personnel, en effet, comme tu disais. J'aime pas les grandes villes, voilà, donc moi ça me convenait. Très bien. Je vous remercie. On passe à la question suivante. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis étudiante à Sciences Po en relations internationales. Et donc ma question s'adresse aussi à vous, Cécile Sicard, et c'était comment vous êtes-vous réhabituée à la vie en France après avoir vécu plusieurs années en Afrique où les réalités et les conditions sont quand même très différentes que celles qu'on peut connaître ici? En fait, le choc culturel, je pense qu'il était plus fort quand je suis rentrée en France. C'est vraiment très curieux parce qu'on ne s'en rend pas compte finalement quand on est baigné dans
dans une certaine culture, un certain niveau de vie, une façon de faire et de consommer. Le fait d'en avoir été extrait et tout à coup d'y retourner, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui vous choquent. Alors je pense que pour tout le monde, c'est la société de consommation où on a une pression consumériste quand même qui est très très forte. Moi, il y a quelque chose qui me choquait, mais qui m'énerve toujours, c'est l'avalanche de publicité, par exemple, qu'on peut avoir à la radio, ou des choses comme ça, où les gens parlent de manière un petit peu hystérique, très vite. On vous assaille un peu de plein de choses. Je fais plus attention à ma façon de consommer, par exemple. Je pense que je consomme un petit peu plus bio, commerce équitable. Je fais plus attention à ces choses-là. Voilà, je pense que je vois pas la vie de la même manière et que j'attache pas autant d'importance à certaines choses. Je pense que je suis devenue moins matérialiste qu'avant, même si je l'étais pas de manière excessive, mais je pense que je le suis beaucoup moins, par exemple. Voilà, enfin, ça change pas mal de choses. Donc, j'avais une seconde question pour Gaëlle Le Gouern. Est-ce que vous diriez que l'expérience de volontaire est bien perçue par les entreprises ou est-ce qu'il est plutôt nécessaire de se réorienter dans la vie professionnelle ? Alors, je pense que ça dépend en effet du profil qu'on a et les raisons pour lesquelles ce qu'on fait sur le terrain. Mais en règle générale, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a une très grande méconnaissance du milieu humanitaire et de l'expérience. Vous le disiez dès le départ, vous aviez un profil atypique en rentrant en France. C'est pas moi qui l'ai dit, finalement, c'est ce qu'on me renvoyait à chaque fois en me disant vous avez un profil atypique, vu votre expérience, vous allez être difficilement gérable, enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'ai bien compris qu'en effet, oui, ça n'allait pas être facile de revenir à la vie civile. Mais du coup, je pense qu'en effet, le monde de l'humanitaire s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années et que le monde de l'entreprise n'en a absolument pas conscience. Donc on a quand même beaucoup de stéréotypes en fait, de ce qu'on fait dans l'humanitaire. Et notamment, souvent, on voit plutôt des missions de développement, donc pas d'urgence, mais de développement, où on va creuser des puits, etc. Enfin, quelque chose qui est très, très différent de la réalité de terrain, qui au contraire apporte, je trouve, sur un plan professionnel, alors sur un plan personnel, c'est évident que ça marque, je pense, profondément toutes les personnes qui ont eu cette expérience, mais sur un plan professionnel, on apprend... vraiment, on fait nos armes de façon vraiment sérieuse sur la pluridisciplinarité, sur le réseau, sur l'adaptation justement qu'il faut avoir. Voilà. C'est à vous en fait de valoriser. Enfin, c'est vous qui avez valorisé votre propre expérience. Hein. Oui, c'est ça. Après, oui. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eliana. Je suis étudiante en coopération internationale et j'aurais une petite question pour Cécile Sicard. Et en fait, je voulais vous demander comment est-ce que vous percevez la coopération décentralisée ? Je veux dire, quel est le but pour les acteurs du Nord ? Alors, moi, comment je la perçois ? Oui, à votre niveau. Hein. Oui. J'ai découvert la coopération décentralisée, en fait, à l'occasion d'un stage que j'ai fait à la fin de mes études. Et j'avais trouvé que c'était un échelon intéressant d'intervention en matière de construction de partenariats et de projets de développement sur la durée. Et puis que le principe même qui consiste à apporter ce qu'on appelle un appui à la maîtrise d'ouvrage auprès de collectivités. Si vous voulez, les projets qui sont mis en œuvre sur place, les projets ne sont pas des fins en soi, ils servent de prétexte à développer auprès de ces collectivités les compétences qui leur sont absolument indispensables, tout simplement pour gérer leur municipalité. Donc, à travers un projet d'adduction d'eau potable, par exemple, on peut développer la notion de délégation de services publics en apprenant à une commune à déléguer la gestion d'un réseau d'adduction d'eau ou de points d'eau. En général, à Madagascar, là, avec lequel je travaille, c'est souvent des associations, par exemple,
des associations de femmes notamment. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme exemple? On a bénéficié d'un financement pour faire une réhabilitation de marché toujours à Madagascar. Ça a servi de support pour appuyer la commune à construire des outils en matière de suivi de la perception de ces recettes, en matière de gestion des marchés, de tout ce qui relevait des droits de place et des taxes que doivent payer les commerçants. Donc, ce qui est une source de revenus normalement pour une collectivité qui est vraiment loin d'être négligeable et qui lui permet, d'après les simulations qu'on a pu faire, de pouvoir payer tout son personnel communal, par exemple. Il y a un transfert de compétences finalement, voilà, et de méthodologie. Entre homologues finalement, parce que sur la fiscalité locale, on a le directeur des finances de la ville de Mulhouse qui a travaillé avec la direction des finances donc de la ville de Majinga, puisque c'est celle-ci qu'on a appuyée dans ce domaine-là. Et puis alors là après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les 2 autres communes malgaches avec lesquelles on travaille, eh bien, ont bénéficié de formation de la part du directeur des finances de Majinga, la première ville qu'on a appuyée sur ce volet, voilà, qui bénéficie plus maintenant d'un appui véritablement d'UDF de Mulhouse, puisqu'il n'en a pas besoin, il dispose de tous les outils, toutes les compétences nécessaires pour faire son travail. Mais en revanche, on a instauré une mise en réseau et puis ce qu'on appelle une coopération sud-sud entre nos trois collectivités. Et là, c'est intéressant parce qu'en effet, quand on parle de transfert de compétences, là, vraiment, il y a eu un véritable transfert. Merci. Dernière question. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg. J'avais une question pour vous, Nathalie Bertrand. Vous disiez, pour vous, l'humanitaire, c'est un engagement personnel. Est-ce qu'il est possible de cesser de s'investir dans l'humanitaire, tant sur le plan professionnel, mais surtout sur le plan personnel? Oui, c'est possible. Mais définitivement, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, pour le moment, effectivement, je n'agis plus professionnellement. Sur le plan personnel, pour le moment, je ne pense pas à repartir en mission et je n'en éprouve pas la nécessité. Mais ce n'est pas définitivement pour moi fermé comme possibilité. Je pense que c'est une expérience qui peut être menée sur une durée courte comme sur une durée longue. Et sur une durée courte, elle a tout à fait aussi de quoi apporter. On a toujours quelque chose à faire. La finalité, c'est pas durer le plus longtemps, c'est d'apporter quelque chose au moment où on y est. Merci. Merci pour vos 3 témoignages. Merci à toutes ces questions et à ces réponses. Dans quelques instants, nous allons passer à la deuxième partie des témoignages avec 2 autres invités, Caroline Jossaume et Jérôme Henry. Merci. Nous démarrons la seconde partie de la quinzaine des métiers avec nos 2 invités. Je vous demande d'accueillir Caroline Jossaume du Manis et Jérôme Henry du Crédit Coopératif. Alors Caroline Jossaume, vous avez un parcours de Sciences Po, vous avez fait l'IEP de Strasbourg et vous poursuivez par des études de droit pour devenir juriste en droit de l'environnement. Mais à la fin de votre cursus, vous vous rendez compte que le droit, c'est plus votre truc. Et vous êtes dans une période du coup de questionnement. On est à la période du 11 septembre 2001, période creuse au niveau de l'emploi. Mais un jour, vous tombez sur une offre d'un quotidien local, une offre émanante du Manis qui recherche quelqu'un dans la communication et le marketing. Donc vous tentez votre chance. Vous aviez déjà un stage dans une agence de développement économique. Pas forcément une expérience dans l'humanitaire, mais une expérience en association, dans une association d'œnologie. Vous passez l'entretien et vous êtes retenu. Et depuis lors, vous faites partie de l'équipe du Manis. Alors, quelles sont vos missions actuelles et qu'est-ce qui vous enthousiasme et qui vous fait avancer dans ce domaine? Alors, depuis bientôt 9 ans, je suis à Humanis responsable du pôle animation de réseau. Il
faut savoir qu'Humanis, c'est un collectif d'ONG en Alsace. Et donc, être responsable de l'animation de réseau, ça veut dire organiser pour les associations membres des temps d'échange, de mutualisation, mais aussi organiser un certain nombre d'événements et de manifestations. Alors, ou pour aider les associations à se faire connaître, soit dans un but de professionnalisation aussi, donc pour les soutenir dans le montage de leurs projets. Parallèlement, je gère aussi un centre de documentation sur la solidarité internationale qui fait partie du réseau national Ritimo. Donc on a 2 documentalistes qui accueillent le public tout au long de la journée et encore 2 autres personnes dans l'équipe pour m'épauler dans l'organisation des manifestations, la création d'outils pour les associations membres. Voilà. Et ce qui me motive, c'est vrai que les tâches sont très diverses. On ne s'ennuie pas. Travailler avec des bénévoles, c'est aussi travailler avec des gens qui viennent d'horizons à la fois culturels et professionnels très différents. Donc c'est extrêmement enrichissant, il n'y a aucune monotonie dans la tâche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on est à la fois des techniciens, on est aussi créatif dans tout ce qui est création d'outils, organisation de manifestations. Ça peut être un concert comme ça peut être une conférence, donc c'est quand même relativement polyvalent. Et je trouve ça vraiment très intéressant au quotidien. Et vous dites, rien n'est figé dans Oui, son tout à parcours. fait, puisque quand j'ai arrêté mes études à l'époque, c'est vrai que ça faisait un certain nombre d'années que j'en faisais et j'avais envie de me plonger dans le milieu professionnel. Et au bout de maintenant plus de quasiment 10 ans d'activité professionnelle, j'ai eu envie de reprendre vos études. Voilà, et donc c'est ce que je fais depuis le mois dernier en 3e cycle. Merci. Vous, Jérôme-Henri, vous démarrez par 2 années de médecine pour devenir urgentiste et actuellement vous êtes dans le domaine bancaire. Donc un long parcours avec beaucoup d'événements. Après médecine, vous dites vous videz la tête et vous partez en Angleterre, vous occupez différents jobs dans le commercial, vous vendiez des produits. Et à un moment donné, vos proches vous disent qu'il faut quand même faire des études, donc vous faites des études de commerce, vous spécialisez en contrôle de gestion, vous évoluez dans la grande distribution. Et en fait, c'est une succession de rencontres, d'opportunités qui vous amènent à votre métier actuel. Vous occupez les fonctions de directeur du marché des particuliers au Crédit Coopératif. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, c'est déjà être banquier, c'est-à-dire un métier qui a le vent en poupe, il n'y a pas de problème. Et en plus, j'ai un prénom qui est sympathique, puisque il y a certaines banques qui ont connoté ce prénom très trader. Mais moi, je ne fais pas ce métier-là. Je suis dans une autre activité. J'ai la chance d'être dans une banque coopérative. Et c'est une banque qui appartient à ses clients, donc déjà on n'a pas la même façon de travailler. Et moi mon job au quotidien c'est sur 3 grandes activités, c'est déjà de trouver des réponses aux personnes affinitaires, toutes ces personnes qui veulent trouver une banque utile, et on fera un lien tout à l'heure sur l'humanitaire. Mais aussi à côté de ça, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'économie sociale, donc des salariés du secteur associatif, des coopératives, qui souvent sont aussi nos clients. Et enfin une particularité, et ça permet de rester humble, c'est tout ce qui est le secteur des majeurs protégés, puisque notre banque gère aussi près de 150 000 majeurs protégés. Donc quand on crée un produit, puisqu'on crée énormément de produits, il faut qu'il soit accepté par les juges. Et donc on ne fait pas de vernis sur l'ensemble de ces choses. Et une des particularités, enfin pourquoi j'ai rejoint le secteur bancaire, c'est vraiment par hasard. Je ne suis vraiment pas resté longtemps dans le monde de la grande surface, parce que ça me plaisait moyennement d'avoir ces rayonnages de consommation. On parlait tout à l'heure de changement de société. Et j'avais envie de changer un peu la banque, vue de l'intérieur. J'en avais un petit peu marre de l'image des costumes gris, et je me suis dit on peut faire autre chose. Et au fil des rencontres, des jobs, parce que quel que soit le secteur d'activité, il y a des milliers de métiers à l'intérieur. Et si on a confiance dans la façon et si on a la foi dans ce qu'on veut faire, à la sortie, on arrive à trouver le métier qui correspond à ce pourquoi on avait commencé sa première formation, puisque je voulais être urgentiste, et j'arrive à la fin dans une banque où je peux créer des produits solidaires. Et donc tous les jours, je côtoie des ONG, tous les jours, je crée des produits, on les propose à des particuliers pour que, dans le bout du système, l'équipe sur place, l'expatrié, ait peut-être des moyens de faire son job. Donc quand on relie les deux, on arrive à peu près à essayer de faire un petit peu bien son métier. D'accord, merci. On passe aux questions de nos étudiants. Une première question.
commencer par une question pour vous, Caroline Jossaume. On associe souvent l'engagement humanitaire avec le fait de partir sur le terrain. Et comment est-ce qu'on conçoit l'engagement en restant sur place ? Je dirais que dans le secteur de la solidarité internationale, pour moi, l'engagement ici est au moins aussi important que l'engagement là-bas. C'est-à-dire qu'ici, on a un énorme travail de communication à faire auprès des différents publics. Ce qu'on appelle élargir le cercle des convaincus, c'est vraiment un travail quotidien, un travail de longue haleine. Tout ce qui est éducation au développement et à la solidarité internationale, c'est-à-dire sensibiliser dans les milieux scolaires, depuis les toutes petites classes, mais aussi recruter des bénévoles. Je crois que le travail est aussi très, très important ici pour changer les mentalités et changer aussi l'idée que les gens ont ici au nord de ce que c'est qu'aider au sud ou à l'est. Donc pour moi, l'engagement ici est vraiment primordial aussi et important. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse également à vous. J'aimerais revenir un petit peu sur votre formation. Est-ce que vous diriez que la formation pluridisciplinaire que vous avez reçue à Sciences Po a été plutôt un atout, que ça vous a permis d'être plus flexible en termes de compétences, ou au contraire, est-ce qu'il vous a manqué une certaine spécialisation ? Alors je peux répondre, moi j'ai fait Sciences Po, j'en suis sortie en 98, donc la formation est très différente de celle aujourd'hui qui comprend un 3e cycle. Donc je pense que le socle qui est toujours commun à Sciences Po, effectivement c'est très pluridisciplinaire. On apprend à être relativement polyvalent sur un certain nombre de domaines, même si pour avoir fait la section relations internationales, je dirais que le cœur de l'apprentissage ça reste l'Union européenne et qu'on est quand même relativement spécialiste ensuite dans toutes les filières, que ce soit histoire ou droit. C'est vrai qu'on apprend... Oui, à être polyvalent et à être pluridisciplinaire. Par contre, moi, quand je suis sortie de Sciences Po, clairement, Sciences Po, ça ne donnait pas un métier. Ça apprenait pas à travailler. Ensuite, je dirais que le passage par la fac de droit était structurant pour le cerveau. C'est-à-dire que là, on apprend des choses que clairement, on n'apprend pas à Sciences Po. À Sciences Po, oui, on apprend à parler, on sait dire plein de choses sur plein de sujets. Mais ensuite, quand on va en profondeur, pour moi, c'était un petit peu léger. À la fac de droit, je trouve que c'était vraiment... C'était structurant et ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça, je trouve qu'au quotidien, certaines matières du droit, moi, me semblent indispensables et je trouve que ça devrait être quasiment obligatoire dans tous les métiers d'avoir certaines notions de droit. Donc, au quotidien, Sciences Po, c'est évident que ça m'a beaucoup aidé, mais je dirais que pas seulement. Il faut aussi ensuite compléter par des formations un peu plus techniques, un peu plus pratiques, parce que sinon concrètement, juste avec Sciences Po, à l'époque, quand c'était encore dans ce temps court, maintenant effectivement, comme le 3e cycle est compris dans le cursus, ça doit être différent. Qui permet de vous spécialiser. Oui, voilà, qui spécialise. Mais... Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis en master de relations internationales et ma question s'adresse à vous, Jérôme-Henri. Selon vous, comment est-ce qu'on peut concilier humanitaire et finance ? Puisque, a priori, on a du mal à associer la solidarité avec la finance. Alors, c'est une belle question. Tout ce qui vient de se passer nous démontre que c'est une vraie question et c'est la question pour demain. Mais... la notion de finance en tant que telle, on peut la concilier aussi. On n'a pas besoin d'être expatrié en ONG, on peut aussi, par son argent de tous les jours, se dire que mon argent peut ne pas forcément influencer négativement ce qui se passe. On peut décider de faire la finance solidaire. Alors c'est vrai que dans notre banque, c'est très au quotidien, mais par exemple, dire que l'argent, quelques intérêts que je vais percevoir, une partie peut être donnée à une ONG pour qu'elle puisse faire des actions, c'est un peu participer à la finance humanitaire. Ça va pas forcément très loin, mais c'est déjà mieux que rien. On peut aussi se dire que de ne pas forcément envoyer de l'argent dans des entreprises qui détruisent sur place, expatrient parce qu'on veut faire passer un gazoduc, on peut se dire c'est aussi de la finance humanitaire. Moi, je pense qu'on n'a pas encore trouvé la vraie finance humanitaire qui dans le sens du mot finance. Alors, on va plutôt parler de banque. Qu'est-ce qu'une banque qui aide l'humanitaire ? C'est des questions. Moi, j'ai découvert en arrivant dans cette banque, c'est par exemple, j'ai assisté au tsunami
Donc à l'intérieur de notre banque, j'ai eu la chance d'y aller 1 an après avec Action contre la faim, j'ai pu voir ce que c'était qu'envoyer de l'argent en pleine crise dans un pays, dans un tout petit village, à un endroit où l'ONG a besoin de cet argent. Une banque humanitaire, ça doit être capable d'envoyer dans les 3 heures qui suivent l'argent à cet endroit-là. Donc au fin fond pas forcément de la brousse, mais au moins au plus près de là où il y a le camp, où il y a le problème. Tout le monde n'est pas capable forcément de faire ça. Si vous passez par les grands réseaux financiers mondiaux, vous allez vous perdre dans les grandes, les Dubaï et les autres choses. Il faut être capable d'envoyer de l'argent dans la zone tamoule que j'ai visitée dans le nord du Sri Lanka. Ça, c'est déjà une façon d'être. Mais il faut aussi savoir prévoir ce genre de choses. Une ONG, elle va partir tout de suite. Donc il y a des logisticiens, il y a des gens, il y a des avions qui sont prêts, il y a des zones comme à Bordeaux où vous avez des énormes entrepôts où tout est prêt sur palette. Il faut partir, il faut envoyer l'avion, il faut qu'il y ait de l'argent pour le financer. On ne va pas faire un appel aux donateurs pour envoyer cet argent. Donc on utilise ses fonds propres et donc il faut qu'on puisse avancer l'argent. Et il y a aussi des subventions qui sont données par l'Europe. L'Europe, elle met à peu près 6 mois à donner un peu d'argent. 6 mois, c'est quand ça va vite. Il faut aussi qu'on avance. Donc je ne vais pas parler de finances humanitaires, je vais parler plutôt de banque qui fait son travail par rapport à des spécificités que sont les humanitaires. Et je conclus par le vrai financier humanitaire, enfin humblement pour moi, ne doit pas parler que d'argent. Il doit aussi se dire quel est mon rôle dans les grands circuits humanitaires, dans les grands circuits financiers. J'ai la chance de travailler avec pas mal d'ONG et en particulier en ce moment sur essayer de refuser la spéculation sur les denrées alimentaires. Comment on fait ? Alors c'est facile à dire, c'est vachement valorisant, on est super brillant quand on dit ça. À l'intérieur, c'est vachement compliqué. J'ai encore eu un appel hier de personnes qui passaient en Suisse, on n'est pas loin, qui visitaient dans une agence bancaire, il y avait des prospectus pour la spéculation de la denrée alimentaire. Voilà. Donc je me dis, il y a encore un peu de boulot, mais les 10 années passées dans la banque dans laquelle je travaille me fait dire qu'il y a vraiment des trucs super à faire. Ce que vous dites va peut-être rejoindre la question suivante. Oui, donc j'ai également la question à M. Henry. Je pense que la question sera comme la suite de vos réflexions. Donc la question est la suivante. Quelles sont les retombées positives de votre métier, surtout de l'action humanitaire? Et pourriez-vous nous partager votre satisfaction personnelle? Alors, ces 2 questions. Les retombées positives, on a créé beaucoup de produits solidaires. Et les banquiers, leur boulot, c'est de gagner de l'argent. Mais c'est aussi de collecter de l'argent pour le prêter. Nous, notre satisfaction, c'est le 31 décembre. Pourquoi ? Un produit de partage, il faut qu'il y ait des intérêts. En France, les intérêts sont versés le 31 décembre, sur les livrets, par exemple. Nous, nos équipes, elles suent à grande goutte le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on a donné aux ONG ? C'est tout notre boulot, il se résume à la fin de l'année par ça. Donc l'année dernière, c'était 3 millions d'euros. Donc c'est pas neutre quand même. Et c'est ça notre satisfaction. Alors on n'est pas satisfait si quand on a fait un lancement avec une ONG, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Donc c'est une façon d'être satisfait ou moins satisfait. La deuxième satisfaction, c'est de se dire que il y a cette petite anecdote du colibri, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un grand feu d'incendie, puis il y a un petit colibri qui part une goutte d'eau et qui fait des allers-retours comme ça. Puis il y a tous les animaux qui le regardent en disant « Mais t'es fou, tu ne vas pas éteindre l'incendie avec ta goutte d'eau ». Il dit « Mais si on était plein de colibris, on l'éteindrait ». Donc on a l'impression d'être un tout petit peu un maillon d'une énorme chaîne qui est en train de tourner. Et que, est-ce qu'il faut faire de l'humanitaire pour compenser une plaie ? Ou est-ce qu'il faut faire de l'humanitaire pour ne plus faire d'humanitaire après ? Et j'ai eu la chance d'aller, je rentre il y a 1 mois et demi du Burkina Faso, où je pense que là, il se passe beaucoup de choses dans le nouvel humanitaire, qui est par exemple, l'ONG que je suis parti, c'était pour l'électricité, donc l'accès à l'électricité à partir des énergies renouvelables, parce qu'on est un peu écolo quand même, enfin beaucoup. Comment ils ont installé 120 panneaux dans un village, géré par une association, ils ont créé 2 emplois. Aujourd'hui, 95% des enfants vont à l'école. Ça, on est content, puisqu'on y a participé. Mais on est humble, parce qu'on a juste fait qu'ils participaient financièrement. On n'a pas installé les panneaux. J'étais dans la brousse aussi, pour voir les microcrédits énergie. C'est-à-dire, comment on bonifie un prêt pour un jeune qui installe un panneau. Et là, le jeune avait, au départ, chargé des portables. Il a augmenté ses panneaux. Maintenant, il a la télé. Mais pas pour lui. Il a créé une sorte de ciné, en pleine brousse. Quand on voit ça, tout à l'heure, une personne disait, quand on revient, on est un peu perturbé. Oui, quand on revient à Roissy, on est très perturbé, ça je l'avoue. Et on se dit, on retourne au bureau le lundi matin en se disant, je sais pourquoi je suis là.
sais pas si ça répond à votre question. Bon. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question pour Caroline. Dernière question. Je voulais savoir si on pouvait vivre de l'humanitaire. Il y a le volontariat et le bénévolat d'un côté, mais je voulais savoir si en tant que salarié, comme vous l'êtes, je crois, on pouvait vivre dans cette branche. Alors vivre, oui, certainement quand même. Je pense que pour tout ce qui est métier de terrain qui demande des compétences élevées, les salaires sont quand même relativement corrects. Je pense que Christine pourra confirmer que MSF, j'espère, paye correctement ses salariés. Pour les gens qui ont effectivement des postes d'engagement plus long terme, oui. C'est sûr qu'en première mission, on a statut volontaire, on a dit qu'on s'engage et qu'on a des compétences, et qu'on prend des responsabilités, on peut avoir des salaires plus intéressants, qui sont souvent inférieurs à ce qu'on pourrait gagner peut-être sur un poste équivalent en France, mais qui permettent de vivre tout à fait correctement. Donc sur le terrain. Ensuite, c'est vrai que pour les gens qui sont ici en France, le milieu n'est pas reconnu pour être très très rémunérateur. Ensuite, tout dépend des statuts, et je vous invite en particulier à consulter voilà, j'avais préparé deux petits documents, en particulier le guide de Bioforce sur l'engagement humanitaire, où vous avez vraiment toutes les formations, tous les statuts, un certain nombre d'adresses, et d'aller bien sûr consulter toute la documentation que vous trouvez ici, j'imagine, et aussi dans le centre Ritimo du collectif. Là, vous aurez vraiment toutes les infos de façon très précise. Merci. Merci. Notre émission touche à sa fin. Moi, je retiendrai quelques idées fortes. Qu'il n'y a pas forcément, au vu de vos témoignages, pas forcément de trajectoire linéaire pour arriver à l'humanitaire, mais posséder des compétences précises en gestion, juridique, commerciale. Avoir quand même une fibre, c'est ce qu'on sent au travers de tous les témoignages, le partage, l'aide, cette volonté d'aider, l'ouverture vers d'autres cultures, la diversité. Et tout cela, faut le mettre en perspective dans un projet, il me semble, professionnel, cohérent, qui évolue tout au long de sa carrière. C'est comme ça qu'on saisit les opportunités, c'est comme ça que vous reprenez par exemple vos études. C'est se créer un réseau, je l'ai entendu plusieurs fois, être en réseau pour être au courant de ce qui se passe, être à l'écoute du marché parce qu'il y a des métiers où il faut des compétences précises. Alors pour aller plus loin, parce qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses et prolonger les échanges, l'Espace Avenir propose dans le cadre de cette quinzaine des visites ou des rencontres avec nos invités et leurs collaborateurs. Des dates seront proposées ultérieurement sur le site quinzaine-métier.unistra.fr. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement nos 6 invités qui ont joué le jeu des questions-réponses, nos étudiants présents, l'équipe d'Espace Avenir, l'équipe technique de la Dune et bien sûr la région Alsace pour son soutien financier. À bientôt à l'Espace Avenir. Merci.